Nous sommes vendredi le 19 décembre et vous êtes sur les ondes de Radio Centre-Ville 102.3 FM avec votre émission du Mouvement Action Justice, une émission consacrée exclusivement à dénoncer les abus de pouvoir et les injustices de notre société contemporaine, le Québec. Alors ce matin, nous allons parler d'un sujet tabou dans notre société, un sujet tel que le suicide et d'autres réalités de goût amer, un peu très amer même, souvent étouffé par les médias, sinon des commandes traditionnelles ordonnant formellement la tenue de la confidentialité afin de ne pas salir, soi-disant, l'image de la société. Alors maintenant, tenter de protéger, disons, l'image d'une société pourrie jusqu'à l'os est une chose. Mais fermer l'œil et faisant comme si rien n'était est une autre chose. Alors, vous devrez comprendre, chers auditrices, chers auditeurs, que le fait de garder trop longtemps le couvercle fermé sur une poubelle, vous la poussez à pourrir davantage. Par contre, si vous l'exposez en plein air, vous allez gagner au moins deux choses. La première, le fait de l'avoir exposé à la lumière, vous l'évitez une dégradation certaine, en plus de ralentir le risque d'empérir la situation. Et peut-être même épargner la santé publique qui peut être, dans un certain cas, affectée. Le second bénéfice, par le fait d'exposer cette réalité au public, on l'informe et on le sensibilise à cette problématique en signe d'éclaireur, de balises routières afin de le détourner de cette trajectoire de conséquences. Alors maintenant, garder une saleté sous le couvercle du silence n'avance absolument rien, sauf d'empérir les choses, comme on vient de l'expliquer. Prenez le cas, par exemple, du viol ici au Québec. Combien de femmes étaient violées et n'ont jamais voulu porter de plainte, et on parle de centaines et des centaines de femmes. Ce n'est pas juste parce que c'est un tabou, mais aussi parce que notre société judiciaire, notre système judiciaire, c'est un bordel à ciel ouvert. Ne les a jamais encouragés réellement jusqu'à tout récemment. Alors une injustice des systèmes judiciaires plus un tabou, ça rend les choses encore plus compliquées. Ce matin, justement, nous allons parler de l'un de ces tabous que personne ne veut discuter. Et ça demande, énormément de courage de briser un tel silence, l'inceste dans les familles québécoises. Vous allez me dire combien de victimes se sont aventurées devant les écrans pour nous dire nous avons été violés par un père, par un frère, par un grand-père. Y a-t-il réellement des médias qui encouragent ces victimes de sortir de l'ombre, de briser le silence, de dire à quel point ce tabou est lourd de conséquences? Aussi, qui peut nous dire le nombre de ces victimes par année? Combien parmi ces victimes ont eu le courage de dénoncer leur violeur, leur agresseur? Qu'est-ce qui les a empêchés finalement? Alors, une chose est certaine, l'inceste existe bel et bien au Québec et d'une manière inquiétante, assez inquiétante au point de pouvoir faire honte à une société. Et malgré qu'on essaye de l'étouffer, de ce phénomène, de l'ignorer, les cas se multiplient dans une confidentialité complice de ce crime. Résultat, l'inceste prend de l'extension. Mais il ne faut surtout pas oublier que notre système judiciaire est partie prise dans ce crime inavoué. C'est que notre système judiciaire est devenu un vrai cauchemar pour ceux qui veulent s'aventurer sur son terrain. À raison ou à tort, la plupart des victimes préfèrent rapidement abandonner le combat. Et ça me revient à une phrase d'un psychologue de l'Université de Montréal qui disait « Même aux criminels, on voit des gens perdre et être soulagés malgré tout. » Parce que, enfin, c'est fini. Alors, la lenteur, le déroulement, l'atmosphère, les procédures, tout est une descente à l'enfer. Vous pouvez être humilié plus facilement devant le système judiciaire, au même titre d'être humilié devant un viol. Le système judiciaire au Québec est une bête, souvent aveugle, qui fait peur. Alors, j'ai lu dans un article où on parle d'un nouveau syndrome quasi mortel, le stress judiciaire. Et en réalité, il s'agit de l'échec de notre système judiciaire, tout simplement. Le système judiciaire au Québec a tendance d'empérir le mal. Vous êtes totalement innocent et vous pouvez facilement être déclaré coupable hors tout doute raisonnable. J'ai connu une personne d'ailleurs, après avoir fini avec le système judiciaire, il a pris un vol avec un billet sans retour. L'exercice était trop dur, trop injuste, insensé par endroit. Maintenant, revenons à l'inceste au Québec. Les enfants, il y a des enfants et des mineurs sont violés. Le nombre est inconnu.
mais ont le soupçon très élevé. Personne n'ose parler. C'est le grand tabou par excellence. Il y a des victimes qui souffrent et qui souffrent énormément. Ils ont peur d'ouvrir cette trappe, de peur de glisser dans un autre enfer plus douloureux. Alors ils meurent doucement, en silence, sans justice aucune. Pour le viol en général, je dis bien, notre système judiciaire est en train, soi-disant, de se réveiller pour corriger le tir. Les femmes violées ont explosé le couvercle. Il faut toujours un coup de pied dans le derrière de notre système judiciaire pour bouger. Sinon, les choses vont pourrir. Toujours un coup de pied dans le derrière, sinon rien ne va bouger. Ils le connaissent très bien, ce crime étouffé, mais il leur faut pareil, un coup de pied dans le derrière. Qu'est-ce que vous voulez ? Une vague de femmes qui ont dénoncé ces derniers temps l'impunité des viols au Québec pour que le système judiciaire tente de s'ajuster, mais en absence de ce coup de pied pointu dans le derrière de ces magistrats, rien n'allait changer. Alors on parle aussi, on ne parle pas beaucoup justement de l'inceste au Québec, malgré une forte présence de ce phénomène. Il faut noter que la plupart du temps, justement, dans la plupart du temps, c'est les enfants qui sont victimes. Il y a très peu de temps, un grand-père, je le connaissais très bien, me parlait de sa petite fille. Alors, sous la garde de sa maman, jusqu'à l'âge de 14 ans, son père réclamait son droit de visite. Il l'obtient et quelques semaines, imaginez-vous, quelques semaines plus tard, la fillette était violée par ce père. Alors le père avait justifié son acte du fait qu'il était trop ivre pour ne pas se rendre compte, et le pire, c'était que la DPJ, une fois rentrée dans le décor, aucune accusation n'était retenue contre le père. Alors ce matin, on a une femme, une mère même, qui est venue se vider le cœur. Elle est venue nous parler de cette expérience douloureuse, non pas juste celle d'être abusée de son propre père, avec qui d'ailleurs elle a eu 3 enfants, mais elle est venue nous parler surtout de son expérience avec notre système judiciaire, avec la protection de la jeunesse, avec l'autorité policière, bref, avec tout ce qui est institution. Ni elle, et encore moins ses enfants, n'ont été épargnés. Alors par jeu, je dis bien par jeu de hasard, on a appelé... ou appelez-le comme vous voulez, le père incestueux qui est derrière ce drame quitte aujourd'hui, le 19 décembre, la prison pour aller vivre dans une maison de transition. Combien de temps ? Il a passé derrière les barreaux pour un crime, un tel crime. Vous allez voir, c'est très peu, je dis bien très peu comparativement au mal incurable qui a causé à ses victimes. Alors en 2003, un procès est instruit en matière criminelle après le dépôt d'une plainte rédigée par la victime dénonçant son père incestueux, accusé formellement sur la base de preuves concluant l'ADN. Alors, or, il faudra attendre jusqu'en novembre 2009 avant que l'accusé n'enregistre un plaidoyer de culpabilité et encore 28 mois avant que le tribunal n'entende les représentations sur sentence. Au terme de l'exercice, le délinquant fut condamné à purger une sentence de 3 ans. Alors maintenant, selon vous, est-ce qu'une personne qui a manipulé sa propre fille, qui a manipulé sa propre fille, avoir 3 enfants avec elle, mérite d'être libérée aujourd'hui? Et vivre encore, et vivre avec ses enfants, savoir que parmi ces enfants-là, il y a une fille qui vient juste de quitter l'adolescence. Alors c'est à vous de juger, chères auditrices, chers auditeurs, mais pour ça, je vous invite à demeurer à l'écoute l'inceste au Québec face à notre système judiciaire. Voilà, au micro avec vous ce matin, Hadj Zitouni, président du mouvement Action Justice, un organisme soi-disant qui fait la surveillance civile de nos institutions judiciaires afin de prévenir et dénoncer l'arabie de pouvoir. Avec moi, mon collègue Ernest, qui vit avec le syndrome du système judiciaire 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Avec moi, comme je dis, notre invitée aujourd'hui, elle s'appelle Marie. Alors, elle vient de vider son cœur ici. Elle va partager avec vous son expérience. Et je vous laisse avec notre thème musical. Et au retour, nous allons suivre l'histoire de cette femme, de cette mère, du début à la fin. Alors, restez avec nous. Après notre pause musicale, on va revenir avec l'histoire de Marie. C'est une émission formidable sur les problèmes de société, où des héros et des minables vous parlent en toute liberté.
formidables. Ce soir, voici pour commencer quelques racketteurs redoutables qui font la sortie des lycées. Ils vont pour vous se mettre à table à condition d'être masqués. Un témoignage inoubliable, un grand moment de vérité. Ce soir, après la roue de la fortune, les racketteurs sont à la lune. C'est une émission fantastique, vous avez un rôle à jouer, un rôle moral, un rôle civique, pour nous aider à retrouver tous ceux dont on est sans nouvelles, disparus, volatilisés. Ce soir, je vous lance un appel, vous seuls pouvez nous renseigner. Dans quel bas-fond la malheureuse a-t-elle un jour pu s'égarer? À quelle manœuvre très douteuse a-t-elle fini par se livrer? Ce soir, après la roue de la fortune, la main de ma sœur est à la lune. C'est une émission fracassante sur les tréfonds de la société, une tranche de vie saignante que vous ne pouvez pas manquer. Un homme qui a payé sa dette, 20 ans de prison mérité, reconstituera en direct le crime qu'il a perpétré. Tout ce qui se passait dans sa tête, combien de fric il a touché en appuyant sur la gâchette pour refroidir un député. Ce soir, après la roue de la fortune, les assassins sont à la lune. C'est une série faramineuse de grands débats télévisés, de controverses fabuleuses, de face à face sans pitié. Entre qui saigne et qui charcute, entre bourreaux et torturés, entre un ripou et une pute, un délateur, un dénoncé. Entre un para et un félouse, entre un violeur et des violés, et puis, comme une apothéose, entre SS et déportés. Ce soir, après la roue de la fortune, un Baphomet est à la lune. J'ai avec moi Marie et on parlera aujourd'hui d'inceste. Bonjour Marie. Bonjour. Alors, je te remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation, avoir aussi ce courage de venir et de briser ce silence-là et de nous parler de quelque chose que nous, on appelle un tabou. Il y a très peu de gens qui vont s'aventurer, qui vont venir sur ce terrain-là et surtout s'exposer et dire ce qu'ils pensent et dire ce qu'ils ont vécu sur le tabou. Alors, vous avez vécu l'inceste et encore plus grave, vous avez vu l'inceste et de cette relation-là, malheureusement, vous avez eu 3 enfants. C'est un peu, avant de rentrer dans vraiment, c'est un combat, là, si je peux me permettre, revenir un petit peu à votre histoire là. Vous êtes d'origine... Premièrement, je suis née au Québec. Vous êtes née au Québec, oui. Et puis j'ai adopté. J'ai été adoptée par une famille d'immigrants français. Français, qui vivaient ici au Québec. Qui vivaient ici. Ma mère ma mère adoptive ne pouvait pas avoir d'enfants. Oui. Et donc, la seule solution pour elle pour avoir des enfants, c'était d'adopter des enfants. Et puis, à ce moment-là, les orphelinats étaient pleins, remplis. On pouvait adopter très facilement puisqu'il y avait énormément d'enfants qui étaient nés hors mariage. Et c'était l'Église catholique qui contrôlait le Québec. Et puis, c'était mal vu d'avoir un enfant hors mariage. Donc, les orphelinats étaient remplis d'enfants à donner. Donc, mes parents m'ont adoptée.
J'avais peut-être 6 mois à peu près. 6 mois? Oui. Oui. Donc moi j'ai grandi... Vous avez grandi avec vous connaissez tout simplement vos parents mes adoptifs. Parents, oui, adoptifs. Mes parents adoptifs. Et vous avez vécu avec eux jusqu'à l'âge de... Mes parents adoptifs étaient de la région de La Rochelle, en France. OK. Et puis j'ai grandi avec eux. Et Mais vous avez grandi ici au Québec? Oui. OK. Mais on a grandi... Mais dans un milieu d'expatriés. fermé. Dans un milieu d'immigrants français. D'immigrants français. Un milieu fermé, immigrants français. OK. Et puis, l'été, j'allais souvent chez mes grands-parents, passer les vacances. En France. En France. En France. Oui. Oui, pour moi, c'était ma famille, là, mes parents, mes grands-parents, mes cousins. C'est votre famille. cousines. Oui. Oui, c'est ma famille. Et pour moi, c'est ma culture aussi. Et vous avez grandi là, dans cette famille-là? Oui. Vous avez fait des études, madame? Oui. Alors, j'ai grandi dans cette famille-là, et puis j'ai fait des études, et puis ensuite, premièrement, moi, j'allais à l'école anglaise, j'allais pas à l'école québécoise. OK. Donc, j'ai étudié l'anglais, et puis après ça, je suis partie à l'université, donc j'ai laissé mes parents, je suis partie à l'université. L'université McGill? Non, j'ai commencé avec l'université Concordia. OK, voilà. Ouais. Et après ça, je regardais pour poursuivre à l'université McGill. OK. Mais à l'âge de 21, 22 ans, lorsque j'étais à l'université, je me suis dit, il faudrait peut-être que quand même que j'essaie. Vous parlez de la relation, là, vous cherchez la recherche, là, la quête. Là. La recherche de ses racines biologiques. Mais ça, avant d'arriver à ça, madame, Marie, si vous me permettez, expliquez-nous en quelques mots, là, le rapport avec votre famille adoptive, là. Quel est le rapport que vous tenez avec eux, là? Je sais d'une fille, normalement, avec son père, avec sa mère. Mais là, j'étais plus chez mes parents, puisque j'étais à l'université. Okay. J'étudiais. Mais toutes les années que vous avez passées avec eux, c'était excellent. Comment c'était passé? Oui, c'était bien. Là, j'ai pas à me plaindre. Il n'y avait pas de problème. Il n'y avait pas d'abus sexuels. Il n'y avait pas de. J'ai jamais entendu parler, jamais, ni dans mes oncles, ni dans ma famille, de l'abus sexuel sur mes cousines ou sur les enfants. Ça n'existe pas. Mais dans ma culture, je dirais pas dans ma culture, dans le milieu d'où je venais. Dans le milieu, oui. C'était un milieu quand même assez huppé. Et puis, malgré que le milieu social, ça a peu d'importance. Mais c'était quelque chose pour moi qui était impossible même à imaginer. C'est ça. Puisque je connaissais même pas le mot inceste, le terme inceste, je pensais même pas que c'était possible qu'un père puisse abuser de sa fille parce que j'ai pas grandi dans cette réalité. Oui, mais Marie, c'est une vie sainte, là, et vous sortez, vous avez 20 ans comme tout le monde, hein, il y a plein de jeunes qui, en arrivant à cet âge-là, ils cherchent la quête des parents biologiques. Oui, ce qui est normal pour un enfant, parce que... Pour un enfant adopté, oui. Oui, parce que vous vous posez toujours la question, mais qui sont mes parents? D'où je viens? Je me demande à quoi ils ressemblent, je me demande qui ils étaient. Oui. C'est toujours un questionnement qui revient constamment. C'est le mystère, hein, il faut vraiment dévoiler ce mystère-là. C'était important pour vous. D'ailleurs, c'est très important parce que moi, je vivais avant avec ma conjointe qui était adoptive de l'Inde, et c'était le problème, hein. C'était toute sa vie, mais elle n'a jamais pu reprendre contact avec ses parents, mais c'était quand même c'était très douloureux, parce que toute sa vie, elle parlait des nuits et des nuits, là, comment elle n'a pas ses vrais parents, pourquoi elle ne peut pas retrouver ses parents. Alors vous avez comme cette chance-là de, soi-disant, retracer les parents biologiques. Oui. Okay. Donc j'écris aux services sociaux et de Saint-Jérôme, et puis on me répond, voilà, votre mère avait 20 ans, votre père avait 20 ans, et à l'époque la majorité c'était 21 ans, et puis vous êtes né d'une aventure. Voilà. Et votre mère vous a abandonné, a accouché à l'hôpital. Tout était caché à cette époque-là. Oui. Elle vous a laissé payer partie. Elles allaient chez les religieuses, elles accouchaient en cachette, tout était très très caché. Et puis, dans mon dossier, c'était écrit « Votre père aurait voulu vous adopter. Il avait un projet d'adoption avec sa mère. » Ça se dit toujours. Ma grand-mère, mais n'a pas donné suite. Alors, vous étiez adopté. Donc, j'ai été adopté. Voilà. Alors maintenant, parlons-nous, madame, là, vous retracez les parents, j'imagine, vous êtes dans les bras de votre père, vous le serrez, j'imagine, c'était quelque chose quand même, hein, le premier contact avec le père était comment? Quand vous l'avez découvert? Premièrement, là, mon père adoptif, là, mon premier père, mon image de père adoptif, c'était une image, j'avais déjà une image positive d'un père. J'avais pas un pervers, là. J'avais un vrai père adoptif avec des qualités de père. Tout à fait, oui. C'est très différent, un père et un pervers, là. C'est deux mondes. Un pervers, c'est un pervers. Deux univers, oui. Alors, je retrouve ma mère biologique à l'âge de 23 ans, mes grands-mères, tout le monde nie. La famille. Tout le monde
c'est quelque chose d'assez surprenant parce que vous êtes en face d'eux, ils vous regardent et puis vous avez les mêmes yeux, les mêmes cheveux, les mêmes mains, les mêmes... Vous vous sentez projeté sur quelqu'un d'autre. Ouais. Et ma grand-mère pouvait voir toute la ressemblance avec ma mère, avec sa famille, mais tout de suite, elle niait. « Ah non, ma fille n'a jamais eu d'enfant en mariage. Ah non, ah non. » Ah non, même à cette époque-là, elle niait? Oui. Ouais, c'était le tabou absolu à l'époque. Oui. Et en fin de compte, ma mère, j'étais le squelette dans le placard de ma mère aussi. Oui, tout à fait. Ma mère biologique. Elle était mariée, elle avait refait sa vie, elle avait 2 enfants. Oui. Mais maintenant, parlez-nous de votre père. Maintenant. Oui, donc après, je retrouve mon père biologique. OK. Et puis, très gentil. Avant, j'avais rencontré ma grand-mère qui me disait c'est un monstre. Pourtant, moi, je le rencontre et puis il est très gentil. Très super gentil, vous avez dit. Non, hyper sympa. Ouais, okay. Vraiment quelqu'un de très gentil, mais un peu bizarre dans le sens où, bon, il a des valeurs québécoises. Je le vois des goûts de spaghetti. Il adore le spaghetti, il me parle tout le temps du spaghetti. Il prie la Sainte Vierge, il allume des lampions devant la Sainte Vierge. Et moi, je me dis toujours, mais c'est sa culture. Ah oui, tout à fait. Sa culture. Vous sentez qu'il y a une différence aussi là, une énorme différence et c'est très flou et j'arrive pas vraiment à le comprendre. Mais Marie, le plus important, c'est que vous tenez pour la première fois là votre père dans les bras. Alors vous êtes contente quand même. Oui. Votre père. Okay. Ah oui, et puis il me dit « Oh, je suis tellement content de te retrouver, etc., etc. » Mais là, vous avez 23 ans. Vous n'avez pas 5 ans, vous n'avez pas 8 ans, vous n'avez pas 12 ans, vous avez 23 ans. Alors parlez-nous, comment c'était arrivé, là, que ça dérivait un petit peu, là, le problème, là. Alors, Hermès, vous voulez dire quelque chose? Oui, il est important dans le déroulement de la séquence. Oui. Il y a un événement important qui est arrivé au sein de la famille adoptive. Oui. Vas-y, oui. Au sein de ma famille adoptive, durant cette période-là, mon père a été victime de chantage de la mafia. Mon père adoptif. Oui. Et son père adoptif œuvrait dans le domaine de la construction. Oui. Aujourd'hui, suite aux délibérations devant la commission Charbonneau, on sait que le milieu de la construction est infiltré par le crime organisé, la mafia. Mais son père, le père adoptif de Marie, était dans le domaine de la construction, donc devait nécessairement avoir affaire avec la mafia. Continuons. Oui, donc il était sous la pression de la mafia, le chantage. Oui, l'emprise de la mafia. Ouais. Les menaces, le chantage, et puis on ne savait pas exactement ce qu'il en était. Et il n'a pas voulu nous raconter ce qui s'était passé exactement entre lui et la mafia. Et en final, il s'est suicidé. Il s'est suicidé? Il s'est suicidé. Oh my God. Et ce qui était absolument atroce, dans le sens... Ici au Québec? Ici au Québec, dans les années 80. Dans les années 80. Il s'est jeté en bas d'un pont, et ce qui est absolument horrible pour la famille, dans le sens où son père était toujours vivant, mon grand-père, qui avait 92 ou 93 ans, qui était en pleine forme. Et d'ailleurs, il est mort après avoir su que son fils est décédé. Là. Mais on ne lui avait pas dit que les gens ne voulaient pas lui dire qu'il était suicidé. Ils ne peuvent pas comprendre qu'est-ce que c'est, la mafia, le chantage. Ils ne vivent pas dans cette réalité-là. Ils vivent c'est des gens qui vivent dans une société normale, avec des vies normales, et ils ne vivent pas à l'emprise de la mafia. Là. Mais je comprends, Madame Marie, comme quoi c'est encore plus difficile, parce que là, vous perdez votre père. Hein, tout l'amour qui était là, vous le prenez, vous le projetez sur l'autre, c'est ça? Mais je ne l'avais pas... Non, je ne l'avais pas encore perdu, là. Mais c'était... Quand vous l'avez rencontré, vous ne l'avez pas encore perdu? Non, je n'avais pas encore perdu mon père adoptif. Mais c'est encore pire, là, que si vous perdez votre père adoptif, alors ça... Pendant. Oui. Et puis, pendant ce temps-là, le père biologique... Lui, qui est un être qu'on devine pervers, observe attentivement sa proie. OK. Et il voit que c'est un moment très difficile parce que s'il y a quelqu'un de votre famille qui est pris avec le chantage de la mafia, mais vous faites quoi? Vous appelez la police? Non. Vous faites quoi? Non, mais Marie, maintenant, ce qui nous intéresse, ce qui intéresse, j'imagine aussi les auditeurs, vous avez 23 ans. Oui. Alors, comment on peut manipuler quelqu'un de 23 ans, quelqu'un qui est à l'université et tout? Donc, même si votre père, je comprends vraiment la faiblesse, là vous tombez sur sa faiblesse. Et là vous me parlez de votre père votre père biologique était quand même quelqu'un, un grand parleur, un hypocrite, quelqu'un qui est quand même assez. Premièrement, c'est quelqu'un qui avait l'air très efféminé. Voilà. C'est quelqu'un qui est pas très grand, la peau très blanche, quelqu'un qui c'était pas Monsieur Muscle, là, c'était pas un homme avec des gros tatouages violents et tout. Non, tout le contraire.
Même quelqu'un m'avait dit, il donne l'impression qu'il peut même pas tuer une mouche, tellement qu'il a l'air doux. Okay. Il a l'air vraiment presque innocent, il est... Allez, oui, vas-y. Il a l'air de quelqu'un qui n'a pas une once de malice, ni de méchanceté, ni efféminé, très doux, très non violent. Il prétendait aussi qu'il était médecin aussi. Hein. Là, à ce moment-là, il prétendait qu'il avait beaucoup de pouvoir, pour de talent, les gens, et puis qu'il soignait pouvoir les ésotérique. gens. Oui. Et puis, oui, non, mais il avait... Et regardez dans les yeux de quelqu'un, il lui dit que tu es malade. Et puis il transmettait son énergie. C'est ça. Il transmet son énergie à quelqu'un pour guérir. Et puis Marie a fini par intégrer la notion, aussi absurde qu'elle puisse sembler être, qu'elle avait besoin de son énergie pour vivre. My God. Oui. Alors comment ça... Là, il vous regarde dans les yeux, il vous dit, Marie, ma fille, vous avez besoin de mon énergie pour vivre. Hein? Vous avez un déséquilibre énergétique, c'est terrible. Non seulement ça, mais il vous dit... Mais tu sais, hier, tu t'es évanoui par terre. Tu t'en souviens plus? Oh my God, ouais. Et je me disais, mais je me souviens plus de ça. Ouais. Mais écoute, il dit, comment tu ne peux plus te souvenir de ça? Il dit, c'est moi qui t'ai ramassé. C'est moi qui t'ai ramassé au sol. Je t'ai pris dans mes bras. Tu te souviens plus? J'ai dit non. Alors là, il me disait, mais tu dois faire des crises, d'épilepsie. C'est effroyable. Je ne vais pas croire que tu t'en souviens plus. Et puis moi-même, je deviens complètement désorientée, confuse. Et je me dis, pourquoi mon père me dirait une telle chose si c'est faux? Oui, parce que vous faisiez confiance aveuglement. Mais là, vous comprenez aussi, vous expliquez aussi comme quoi il est capable de régler les problèmes aussi, parce que c'est quelqu'un qui a une force exceptionnelle, qui a une énergie hors norme. Hein, je t'ai ramassé au sol, tu faisais des crises, je t'ai tenu fort contre moi, tes cris se sont calmés, tu te souviens plus de ça, je dis de rien. C'est bizarre, là. Et après le suicide de son père adoptif, le père biologique revient à la charge avec son énergie dont elle a besoin pour vivre, pour lui donner un massage. C'est ça. Pour la détendre parce qu'elle est tendue étant donné la circonstance. Parce que pour lui, vous êtes nerveuse, tu sais, Alors, on passe au mois de massage. Premièrement, il y a plusieurs phases. Il y a la phase de séduction. Okay. Il est extrêmement gentil, il est doux. Mais vous ne pouvez pas être séduit par votre père. D'un côté, séduit d'une fille à un père. Hein. Vous parlez de la séduction, comment vous implantez la séduction ici? Non, je voulais dire, la phase de séduction, je parle, il est très gentil, il est charmant. Oui, mais je comprends. Avec moi. Oui, mais le rapport, fait attention. Là, je sais qu'une fille, elle peut être séduite par son père, elle peut prendre l'exemple, hein, mais c'est pas le même. Oui, mais je ne parle pas de ce genre de séduction. C'est ça, voilà. Je parle de la séduction, c'est que il me laisse pas sous-entendre que c'est un mauvais père. Oui, c'est ça, voilà. Je suis ton père, je veux que ton bien, je te souhaite que du bien. Premièrement, il renforce toujours le mot père. Je suis ton père, je veux que ton bien, mais ton père ne te fera jamais de mal, etc. Il renforce toujours le mot père. Quasiment hypnotisé, là, si je me trompe. Et puis, il me montre, hors de tout doute, qu'il est un père très gentil. Qui cherche ton bien. Oui, qui cherche que mon bien. Voilà, c'est ça. Et très gentil, et très doux, et très... et puis, j'ai l'impression que je peux me confier à lui. Alors parlez-moi, madame, de ces séances de massage, hein, parce que c'est bizarre, parce que le père, il va proposer à la victime, à sa propre fille, de lui faire des massages, et à travers ce massage-là, il va lui transmettre une énergie, il va pour aller chercher son équilibre, soi-disant. Marie, comment vous avez vécu un massage? Je sais pas moi, c'est bizarre là. Comment ces massages aussi sont allés plus loin là, tu comprends? Oui. Donc, premièrement, comme je vous ai dit, il y a des phases. La première phase, c'est les retrouvailles. Vous retrouvez votre père vous retrouve. Je suis tellement heureux, j'ai pas d'enfant, j'ai que toi, ma fille unique. Voilà. C'est ça. C'est ma lumière. Non, mais quand je dis séduction, je parle pas de homme-femme, je parle de séduction. Le père extraordinaire qui est complètement fou de joie de rencontrer sa fille unique, qui en pleure, qui en rit, qui a beaucoup de... Et puis donc, après ça, la deuxième phase, après ça, c'est la phase où il commence à me déstabiliser. T'as tombé, t'as oublié ça. Là, c'est ça, il y a des phases. Et puis, donc, premièrement, il doit avoir votre confiance, puis après ça, il vous déstabilise. Et après ça, plus vous êtes déstabilisé, plus vous êtes anxieuse, plus vous faites de l'angoisse, plus vous étouffez, plus
vous n'arrivez plus à respirer, et puis plus vous angoissez, plus vous êtes sous son emprise. Et c'est là où il vous dit, là, il devient votre sauveur. Oui. Tout ça, c'est lui qui crée, là. Oui. Alors là, il devient votre sauveur. Là, il dit, mais tu sais, tu fais énormément de stress, d'angoisse, tu as vu la tête que tu as, mais tu as besoin d'un bon massage. C'est ça, oui, my God, oui. Et il est assis en face de moi, il me regarde droit dans les yeux et il me dit, mais t'as vu, mais tu fais des crises, t'étouffes. C'est vrai que je manquais d'air, je faisais des crises d'angoisse épouvantables. Mais je ne mettais pas tellement ça sur... je disais pas que c'était lui le problème, je disais c'est probablement les histoires avec mon père adoptif. Je le voyais pas lui comme la source d'angoisse et d'anxiété. Oui. Je disais plutôt c'est les problèmes de mafia, là. Alors, il est assis en face de moi et puis il me regarde droit dans les yeux et on a exactement le même regard. Pas la même couleur de yeux, mais le même regard. Il me fixe. Il me dit, mais il te faut un massage. Mais il faut que tu te détendes. Tu es en train de devenir folle. Tu perds la tête. Tu sais plus ce que tu fais. Et vous avez accepté Marie, c'est ça? Non. Là, je le regarde, mais je dis, non. Je veux pas faire de massage. Non. Je dis, non. Si je fais un massage, ça veut dire que je dois me déshabiller. Oui. Mais il dit, mais... Et là, il me regarde. Je suis ton père. Il me fixe dans les yeux, mais comme avec un sentiment de horreur, il me dit, mais comment tu peux penser ça de ton père? Comment oses-tu? Il me regarde droit dans les yeux, et puis il se met tout d'un coup à baisser le regard vers le sol. C'est honteux. En voulant dire, mais attends, mais t'es en train de devenir folle, là. Tu perds la tête. Comment tu peux même penser que je pourrais abuser de toi ou te faire du mal Donc c'est tout avec cette perversion de manipulation, de vous faire sentir que vous êtes en train de perdre la tête, vous êtes folle, vous avez des idées de folie. Et là je me dis franchement c'est vrai, là je suis en train de penser c'est vrai, je perds la tête. Je suis devenue complètement dingue. Comme si mon père va abuser de moi. Je me dis non. Tu perds la tête là. Ça va plus la tête là. Et je suis convaincue. Il me dit que je perds la tête. Et puis là, je me dis oui, c'est vrai, tu perds la tête. S'il y a quelqu'un à qui je peux faire confiance, c'est bien mon père. Mais oui, c'est ça. C'est bien mon père. Écoute, alors, là, t'es devenu paranoïaque. Alors, chers auditrices, chers auditeurs, on va juste faire une petite pause musicale. On va revenir après pour continuer l'histoire. On va passer maintenant peut-être au plus dur. Et vous allez voir, j'ai dit bien, cet acte incestueux. Et donc, Marie, elle a eu malheureusement 3 enfants de cet acte criminel. Alors, restez à l'écoute. Après notre pause musicale, on va revenir avec Marie.
Vous êtes toujours en direct sur les ondes de Radio Centre-Ville, 102.3 FM, avec votre émission du Mouvement Action Justice, une émission consacrée exclusivement à dénoncer les abus de pouvoir et les injustices de notre société contemporaine. Aujourd'hui, on parle d'un sujet tabou, on parle de l'inceste au Québec, et j'ai en face de moi Marie, une femme très courageuse d'ailleurs, qui est venue briser ce silence. Alors, rebonjour Marie, on reprend, donc voilà, donc après ces séances de massage et tout. Donc je m'étends sur le ventre pour qu'il arrive à me masser. Je me dis quand même, je suis obligée de me déshabiller, parce que si je veux qu'il me masse, je suis obligée de me déshabiller. J'ai dit, je vais me coucher sur le ventre. Ouais. Il va me masser le dos. Alors, je commence à relaxer. Je me dis, c'est vrai que ça fait du bien, le massage. Et là, il me dit, oui, mais il faut que tu écartes tes jambes parce que tu comprends, l'énergie ne passe pas bien quand les jambes sont collées ensemble. My God, ouais. Alors, moi, j'écarte les jambes, il me pénètre et je tombe enceinte. Et... Mais ça, c'est un viol, on parle réellement d'un viol. Oui, un viol. Mais je suis tellement je me demande, est-ce que c'est vraiment arrivé ou c'est pas arrivé? Est-ce que je suis folle? Est-ce que... Et là, je sais plus où est la vérité, où n'est plus la vérité. Je suis tellement déjà... Complètement perdu, là. Mais je comprends, surtout quand ça vient d'un père. Marie... Mais c'est l'horreur. Mais c'est important aussi. C'est un traumatisme profond. Un traumatisme profond. Vous avez l'impression que les tours de World Trade Center, là, les tours intérieures de votre être s'effondrent. Toutes vos croyances, toutes vos... C'est bizarre. Et juste à l'action, là, qui vous demande de massage, vous l'avez dit, fermez vos yeux, vous détendez tout, taf, et là, l'acte de viol, il se passe. Oui. Alors, après ça, là, c'est... Et la confiance et tout qui est brisé. Tout ça, il y a quelque chose qui est effondré totalement. Mais Marie, comment ça... Et cet acte-là, ça s'est répété, malheureusement. Vous êtes tellement en état de choc que vous perdez complètement les pédales. Ouais. Vous savez même plus quoi penser, vous savez plus quoi faire, ni où aller, ni... Et puis même, à quelque part, vous vous dites, est-ce que ça s'est vraiment passé? Parce que lui, il n'a aucune réaction. Lui, il est comme si... Mais Marie, il vous a pris, après vous êtes devenue son épouse, quoi. La vie est devenue... Vous avez... Et non, je crois que quand on vit un traumatisme tellement profond, ouais. Je crois qu'on devient presque comme en état végétatif. Et je suis tombée sous son emprise. Un peu comme dans la dynamique d'une secte. Ouais. Sauf que là, le cas présent... Et vous tombez, Madame Marie, vous tombez enceinte, hein, oui. Et vous avez un enfant, un premier enfant, oui. De ce père-là. Et est-ce que vous parlez aux gens comme quoi, écoutez, là, ça c'est mon père, ça c'est... Est-ce que vous avez eu le courage ou c'était un petit peu pour vous, vous vivez la confidentialité, c'est le tabou, vous sentez vraiment pas profond de vous. Quel est le sentiment que vous avez eu là? C'est-à-dire, comme moi, j'ai jamais entendu parler d'inceste, j'ai jamais connu de victimes d'inceste. Pour moi, là, je connaissais même pas le mot inceste. C'était quelque chose vraiment complètement hors réalité pour moi. Là. C'était quelque chose qui n'existait pas. Ça n'existait pas dans mon dictionnaire. Dans ma réalité, ça n'existait pas. Mais Marie, on va passer un peu quelques années là, à travers là, parce que vous avez un enfant. Après ça, il y a un deuxième. Après ça, il y a un troisième enfant là, avec le même père. Vous tombez complètement sous l'emprise, la manipulation, le harcèlement, et c'est en faisant vivre des traumatismes à ces victimes, en les déstabilisant, qu'il arrive à prendre l'emprise sur sa victime. À maintenir son emprise. Mais Marie, vous étiez quand même étudiante à l'université. Et vous n'avez en aucun moment pensé à déposer de plainte, à se retirer de cette relation-là. Comment vous expliquez ça? Non, là, il avait... Moi, je comprends un petit peu, mais peut-être des auditeurs, ils ont de la difficulté à comprendre un petit peu. Après, il a changé toute la situation. Il a commencé à dire qu'il était mon sauveur. Voilà. Qu'il était obligé de me soigner, qu'il me soignait, que j'avais besoin de son énergie pour vivre, que sans lui, j'allais mourir de manque d'énergie. Vous vivez avec cette énergie-là, soi-disant. Oui, mais c'est quelque chose de ridicule à croire. Ah oui, je sais. Personne ne peut croire à ça, mais les gens qui entrent dans les sectes, qui sont sous emprise, vont croire à des choses absolument absurdes. Ouais. Et ça, c'est causé par le phénomène d'emprise. Et je crois là-dessus, il y a un très bon livre qui a été écrit par un Français, M. Jean Marchand, ouais. Le livre Diabolique, dont son épouse Ghislaine de Védrine était sous emprise, elle et sa famille, 11 membres de la famille de Védrine, sous emprise d'un pervers diabolique son nom c'est Tilly, c'est en France. Et il a écrit le livre Diabolique, je le recommande fortement.
Oui. Mais je sais qu'au moment où vous nous parlez de cette histoire de l'inceste et tout, il y a beaucoup de gens qui ont vécu malheureusement, qui n'ont jamais parlé, j'imagine. Et peut-être vous les encouragez à parler, à casser la glace un petit peu, à en sortir aussi. Mais de toute façon, combien de gens ont croisé un psychopathe? Oui, tout à fait. Pas beaucoup. Ce monsieur-là a croisé un psychopathe. Son épouse a croisé un... Moi, j'ai croisé un psychopathe. En fait, le point commun, c'est les gens qui croisent pas juste inceste. Ça peut être tout, là. C'est psychopathe. Mais Marie, comment se sort-on maintenant de l'emprise d'un psychopathe? C'est très long. Pour sortir de l'emprise d'un psychopathe, premièrement, il faut pouvoir accéder à la victime, pouvoir lui parler, mais la personne, elle est tellement... sous l'emprise, et puis elle voit vraiment le psychopathe comme son sauveur. Ouais, vous l'avez dit, vous l'avez dit, mais ça veut dire qu'il faut le vivre pour le comprendre, hein, c'est ça. Je souhaite à personne de le vivre. Oui, c'est ça, tout à fait. C'est comme les gens qui rentrent dans les sectes, mais j'étais pas dans une secte, j'étais dans la secte de mon père. Ouais. Mais Marie, c'est le même principe de base. Marie, plusieurs années plus tard, là, vous explosez là, et vous avez pris la peine d'aller déposer une plainte. Là, comment c'est arrivé là? Est-ce qu'il y a une chicane entre le père et vous? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est brisé là? Est-ce qu'il y a un réveil d'un seul coup? Comment vous avez pu aller prendre en main et aller poser une plainte contre votre propre père? C'est un processus qui n'arrive pas du jour au lendemain. C'est petit à petit, il y a des petites fenêtres qui s'ouvrent à droite et à gauche parce que lui, il vous isole, il isole l'entourage, il ment à l'entourage autour de vous. En fait, lui, il disait aux gens autour de moi, derrière mon dos, un discours, à moi un autre discours, aux autres un autre discours. Donc, tout le monde avait chacun son discours et toutes les cartes étaient mélangées. Alors, par exemple, je vous donne un exemple. Il leur a dit, par exemple, aux voisins, fais attention à elle, c'est un cas psychiatrique. Elle a eu des enfants avec des amants, n'importe qui sur la rue. Et à moi, il va me dire, fais attention aux voisins, c'est très dangereux, c'est un maniaque sexuel. Et donc, il divisait tout le temps les gens derrière notre dos. Et c'est ça pervers. Il vous met dans l'isolement, là, si vous voulez, là. Il vous isole d'une manière ou d'une autre. Hein. Oui, c'est comme si j'étais... je suis complètement isolé. Oui. Mais je ne suis pas isolé, par exemple... Physiquement, dans une cave, là, comme Fredzel. Mais je suis isolé juste par le mensonge et la manipulation des gens autour. OK. Mais là, Madame Marie, excusez-moi, là, vous allez, la première fois, vous allez au poste de police, vous dites quoi, là? Est-ce que c'est comme ça que c'était arrivé, là? Non, premièrement, il m'a fait des menaces de mort. Il voulait ma mort. Tous les jours, il me parlait de suicide, que je devais me suicider. Si vous parlez... Non, tout d'un coup, il a décidé, je sais vraiment pas pourquoi, il a décidé, je crois que c'est parce qu'il sentait probablement qu'il commençait à perdre de l'emprise sur moi. Et quand ils sentent qu'ils perdent de l'emprise sur leurs victimes, il a dû voir qu'il y avait peut-être des fenêtres qui s'ouvraient dans mon esprit. Et c'est vrai, c'était il a senti que vraiment, vous allez dévoiler tout, là, vous allez déballer le... Il a commencé à voir que peut-être que je réfléchissais, que je me posais des questions. Et c'est vrai, je me disais, j'étais dedans. Et je me disais, il n'y a rien qui fonctionne. Mais je ne vois pas qu'est-ce qui ne marche pas. J'étais dans l'emprise, je voyais qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas, mais je ne voyais pas ce qui ne fonctionnait pas. C'est comme si j'avais été aveugle. Parce que je ne voyais pas la dimension manipulation et emprise et tout ça. Je n'étais pas psychologue. Alors Marie, pour le temps qui nous reste, il faut faire un petit peu plus vite, là, parce que je sais que c'est très long. On peut même faire un roman plus facilement, par votre histoire. Mais revenons maintenant, vous allez quand même arriver à déposer une plainte contre lui. Oui. Et cette plainte-là, est-ce qu'elle aboutit, là, au départ? Donc, je vais à la maison des femmes et puis je dépose plainte avec un policier. Et le policier l'arrête et le met un 810 et le sort de ma maison. Voilà. Est-ce que le policier vous a cru au départ quand vous l'avez dit, vous l'avez raconté? Non, je lui ai pas... Vous n'avez pas parlé de ça, vous avez dit que violence conjugale. Même moi, je ne sais même pas où j'en suis. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé, je ne sais pas où j'en suis, je ne sais pas ce qui m'est arrivé, je ne sais pas ce qui se passe tout d'un coup. Là, voilà, mon père, il veut ma mort. OK, menace de mort, OK. Non, mais voilà, mais tous les jours, il me parle, il veut que je meure, il veut que je meure. Voilà, celui qui disait est aussi aimant, si on regarde le début, le père qui retrouve sa fille, qui l'aime. Ils ne sont pas dans le même décor maintenant. Non, là, il veut ma mort, tout d'un coup. Alors le policier... Et puis à partir du moment où la plainte était logée, le dossier a commencé à être judiciarisé. Voilà, Pas longtemps après, qu'est-ce qui arrive dans le dossier? La DPJ. Oui.
Oui, c'est ça. Comment la DPJ sont rentrés dans le décor aussi, là? Alors, bon, donc lui, je le sors de la maison. C'était vraiment, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais c'était une histoire d'horreur. Il a appelé un curé pour m'exorciser, il a appelé le CLSC, il a appelé les policiers contre moi, il a appelé les travailleurs sociaux, il a fait plainte à la DPJ. Non, mais il a fait une plainte à la DPJ aussi. Il a fait plainte au monde entier contre moi. Ben, c'est sûr, oui. Mais personne ne savait que vous êtes sa fille, là. Non. Personne ne savait ça. Non. OK. Maintenant. Ah non, il m'a même envoyé des lettres d'avocat, des. Mais Marie, maintenant la DPJ rentre dans le décor parce que il y a un conflit conjugal. Donc quand il voit qu'il peut plus me manipuler, il décide de manipuler les enfants. Ah ok, voilà. Mais il s'attaque aux enfants. Parlez-nous un peu du système judiciaire là. Une fois que vous étiez à la cour là, vous dites aussi quand même, vous avez dit en 2003, c'est le processus est déclenché. Mais pourquoi il reste jusqu'en 2009 là? Pourquoi de 2003 vous avez déposé la plainte contre? Ça commence à l'automne 99 la DPJ. Oui. D'accord. Là, j'avais envoyé ma fille en Europe. En fait, ça commence à avril 99. J'avais envoyé ma fille en Europe. La DPJ dit non, elle doit revenir au Québec. Je l'avais envoyée pour qu'elle soit protégée. En tout cas, grosso modo, je pourrais être là puis vous en parler pendant 3 heures. C'est ça, oui. On va essayer de mettre ça au raccourci. La DPJ rentre dans le dossier parce que lui, il a appelé... Signalement, il y a un signalement. Oui. Mais lui, il a pas d'importance, Marie. Il y a un signalement, la DPJ. Est-ce qu'ils vont retirer les enfants? Il y a un signalement et puis j'ai plus le droit de m'approcher de mes enfants. Okay. Mais les enfants vont aller chez qui maintenant? Alors ma fille est en France. Et les 2 enfants? Et les garçons sont chez lui. Ah, c'est lui qui va prendre la garde? Et lui à la garde parce que la juge dit, tant qu'on n'a pas tiré ça au clair... Oui, il faut qu'il reste avec lui. Avec lui. Avec le criminel. Mais lui, il n'est pas considéré père, il ne s'est jamais déclaré père. Ah, ok. Mais lui, tout d'un coup, il a décidé qu'il n'était plus mon père. Oui. Et il a décidé de dire qu'il était le père des enfants, se déclarer père des enfants de l'inceste. Tout d'un coup. Il a accepté de déclarer. D'avouer là, son crime, quoi. Mais c'est ça, il s'est déclaré père. Mais à ce moment-là, les tests d'ADN n'ont pas encore été faits. Oui. Et c'est vous qui avez fait à votre propre frais pour faire les tests d'ADN? Oui. Pourquoi, là? Mais pour prouver à la DPJ que ça n'avait aucun sens, que c'était le père incestueux, qu'on ne pouvait pas laisser la garde d'enfants innocents avec un père incestueux. Mais de 2003 à 2009, là, toutes ces années-là... Bon, mais alors là, ça, c'est 99. Là, on tombe jusqu'en 2003. En 2003, je suis à la Cour supérieure ici. Et voilà la juge Miro qui dit ici, en 10 janvier 2003, la Cour supérieure chambre de la famille, que c'est comme ouvrir, comme disent les Américains, a can of worms. Et effectivement, c'est ça. Et si on commence ça, on va s'arrêter où? Donc, elle décide, elle, de pas ouvrir la can of worms, la boîte de... Panier de crabe. Oui. Non. On va rien ouvrir. On va les maintenir avec le père incestueux. Et ils vont le laisser avec le père incestueux. Alors, ils ont accepté. Là, c'est la cour, ça. Alors qu'il y a une fille aussi, là. Oui. Dans le présent dossier, les enfants ont été confiés, en toute connaissance de cause, à l'auteur du crime, le père incestueux. Oui, c'est ça, exactement. Du début. Par la DPJ qui est théoriquement là pour veiller à l'intérêt supérieur des enfants. Oui, la protection des enfants. Mais au début, lui, il a raconté n'importe quoi sur moi. Hein? Il ne m'a pas embelli mon image, là. Et puis, mais ils ont fait 5 expertises psychologiques au début. Oui. Alors, moi, j'ai eu une expertise, lui, et puis il y a eu une table ronde. Les 5 psychologues et la DPJ se sont réunis pour faire table ronde, pour dire qu'est-ce qu'on fait avec ce dossier, qu'est-ce qui se passe. Exact. Et quand ils ont fait table ronde, ils ont bien vu que c'était un cinglé, un pervers. Même les Américains m'ont dit, qui ont étudié mon dossier, qui ont étudié les évaluations psychologiques, on ne laisserait même pas un chien avec un être aussi déviant. Pervers, c'est un psychopathe. Oui. Les Américains m'ont dit, la DPJ savait, dès le début, qu'ils avaient affaire à un être complètement détraqué. Parce qu'ils ont vu les expertises psychologiques. Et malgré ça, ils l'ont laissé avec les enfants. Oui. Contre toute attente, c'est ça. Les enfants ont été confiés au pervers. Oui. Et l'argument qui va revenir par la suite dans le dossier criminel, puisque lui va se défendre en disant je ne dois pas être si pire que ça, puisque la Cour supérieure m'a confié la garde des enfants. Oui, la DPJ m'a confié la garde, je dois être un bon père. OK. Et là, une fois, vous avez été quand même avec l'ADN, la preuve concluante. Comme j'avais été adoptée
J'avais pas de certificat de naissance avec de preuves. Donc, je devais fournir de l'ADN. Mais lui, le criminel, il ne voulait pas donner de l'ADN. Ben oui. Alors, quelle est la procédure? Vous avez fait comment? Mais là, ici, il y avait un jugement de la Cour d'appel pour l'obliger à se soumettre à un test d'ADN. Mais la juge de la Cour supérieure, elle a balayé le tout. Elle a balayé les avocats. Elle a balayé l'experte en ADN, elle a balayé tout le monde. Donc, ce que j'ai dû faire l'ADN entre ma mère biologique que j'ai dû retrouver, la supplier de se fournir de l'ADN, mon ADN et celle de ma fille. Pour prouver la consanguinité. Mais Marie, de 2003 à 2009, OK? C'est en 2009 qu'on va l'accuser, Non, 2009, il plaide coupable. Il plaide coupable. L'accusation est déposée en 2005. Suite aux états des... Et en 2009, c'est lui-même qui va plaider coupable. Il plaide coupable sur les preuves. Sur les preuves qui sont déposées. C'est ça. Mais il plaide coupable à 2 chefs d'accusation d'inceste en 2009. Mais il va être sentencé uniquement 28 mois plus tard. Pourquoi 28 mois? La question se pose. Maintenant, on sait que la DPJ est impliquée dans ce dossier. On sait qu'en 2009, au moment où il plaide coupable, la cadette de la famille... La cadette des enfants issus de l'inceste est mineure. Qui vivait avec le père, avec soi-disant dont la garde avait été confiée... Le père incestueux. Au père incestueux, effectivement. Et si le père incestueux part en prison en 2009, au moment de son plaidoyer de culpabilité, la petite étant toujours mineure, la DPJ doit rouvrir le dossier. Un dossier qui est particulièrement nauséabond. Étant donné qu'ils ont confié les enfants... La garde des enfants à un père criminel incestueux. En toute connaissance de cause. Alors, il faut attendre jusqu'à que la fille elle aura la majorité. Et alors, ce qu'on voit là-dedans, c'est que entre le moment du plaider de culpabilité en novembre 2009 et la sentence, quelque part en janvier 2013, je crois. My God. Il s'est écoulé quelque chose comme 28 mois. Et entre-temps, la cadette de la famille... est devenu majeur. De sorte qu'en prenant le bord des cellules, le père incestueux, la DPJ n'avait pas à rouvrir le dossier, le panier de crabe. Il s'exposait à des poursuites, là, graves. Alors, la peine, maintenant, là, on parle d'une peine de 3 ans, c'est ça? Une peine de 3 ans qui échue aujourd'hui. C'est aujourd'hui qu'il va sortir. Hein, là, il va être libéré. Il est libéré, mais en maison de transition. Mais il va être libéré aujourd'hui, le 19 décembre aujourd'hui. En maison de transition pour une prochaine année. Parce que sa peine est de 3 ans. Aux 2 tiers, les services... Mais est-ce qu'il aura toujours contact avec sa fille, avec ses enfants? Non, c'est... Formellement interdit. Formellement interdit? Oui. On vient de lire les documents à ce sujet ce matin. C'est une énorme problématique, mais comme le gouvernement fédéral me dit, mais écoutez, madame, c'est la DPJ qui est fautive là-dedans, c'est eux du début qui ont commis les erreurs. Nous, on essaye de réparer les erreurs de la DPJ. Puis ils disent ce qu'ils ont commis, c'est très grave. Oui, mais le système judiciaire, madame, je suis désolé, là, vous avez déposé une plainte en quelle année? Et puis là, j'ai déposé une plainte en 2003. La lenteur, là, c'est... En 2003. En 2003, là, c'est 15 ans après, je sais pas, là, vous comprenez? J'ai déposé une plainte au criminel en 2003 avec l'ADN. Mais en 2003, ici, quand j'ai vu que la DPJ n'allait rien faire, ils n'allaient pas bouger, même avec l'ADN, avec 2 avocats de Montréal, avec des experts en ADN, avec ma mère biologique. Je suis arrivée avec l'armée presque à Sherbrooke en me disant, là, ça vient de se terminer. Alors, j'ai payé des avocats, j'ai payé des expertises en ADN, j'ai fait venir des experts, ma mère biologique était là, et j'ai dit, là, ils vont être obligés de se rendre compte, à l'évidence, qu'ils sont complètement dans l'erreur. Mais non, mais ils continuent dans l'erreur, ils disent, voilà, madame, on ne va pas ouvrir une boîte de conserve pleine de verre. Au revoir. Ils n'ont pas écouté personne. Et tout ce qui s'est fait, là, en aucun moment, les enfants sont pris en considération. Jamais. Il n'y a pas une seule personne qui a eu un sentiment humain pour cette petite fille qui était probablement abusée sexuellement et ces petits garçons qui ont fini par aller en psychiatrie. Vous pensez, Madame Marie, que votre fille était aussi abusée de... Oui. Non. Ah, oui? Mais écoutez, psychopathe un jour, psychopathe toujours. Il était psychopathe avec moi, il est pas devenu normal avec eux. Ça veut dire que le système judiciaire, comment ça s'appelle, la DPJ, l'autorité, ils sont quasiment complices là. Ont favorisé l'abus. Ils sont complices. Absolument qu'ils sont complices. Et les journalistes sont tout aussi complices, dans le sens où, comme disait Glenn Greenwald, il disait
l'abus du gouvernement ne serait pas possible s'il y avait des vrais journalistes dans notre société. Tout à fait, oui. Et donc, comme on n'a pas de vrais journalistes qui font le vrai travail de journaliste... Oui. Les médias, ils font vraiment pas le travail. Vous avez fait tentative d'essayer de sortir ça à la lumière, mais il n'y a personne qui a voulu accepter parce que c'est un tabou. On ne parle pas, c'est des... Quand les journalistes en parlent, ils en parlent de manière complètement différente. Oui, non, mais les articles qu'ils écrivent, mais c'est la blague, c'est le n'importe quoi. Même le juge qui dit que j'étais au salon d'ésotérisme pour retrouver mon père, au salon d'ésotérisme. Pensez-vous que vous allez retrouver votre père au salon d'ésotérisme? Non, mais n'importe quoi. La qualité du journalisme. Comment voulez-vous qu'ils écrivent un article sur moi quand ils m'ont même jamais vu? Ben voilà, Marie, juste parce qu'il ne reste que 2-3 minutes là, j'aimerais bien, si vous pouvez, les gens que vous écoutez, moi surtout les gens qui vivent l'inceste, ils ont, c'est sûr et certain que c'était un bon... Marie, donc c'était une bonne manière aujourd'hui. Ils veulent écouter. Quel est le conseil que vous pouvez leur donner aujourd'hui? Vous vous servez comme vous êtes une lumière pour eux, là, c'est pour allumer un petit peu. Là. Comment vous pouvez leur donner le courage à ces gens-là pour qu'ils ne restent pas bouche bée, qu'ils ne restent pas en silence, qu'ils sortent un petit peu là, de leur silence et qu'ils peuvent dénoncer ça et de quelle manière? Mais je pense déjà, les gens qui sont au gouvernement ne devraient pas être là, devraient dénoncer ce qui se passe. C'est pas normal. Vous savez, il y a ce qu'on appelle en Europe les crimes contre l'humanité. Ouais. Et les gens sont accusés dans des procès, des crimes contre l'humanité. Je veux dire, c'est incroyable. Imaginez-vous la vie... Pour vous, Marie, c'est à ce point-là un crime pour l'humanité, pour vous? Mais l'Europe, les gens avec qui j'ai parlé en Europe, ils m'ont dit, mais écoute, ils ont détruit la vie de ces enfants-là. Tout à fait, Une petite fille de 6 ans, un petit garçon de 9 ans et un autre de 12 ans. Plus le droit d'approcher leur mère. Vous avez quelques secondes pour dire aux gens, qu'est-ce que vous les conseillez? Vous voulez dire quoi avec la DPJ, les conseillers? Non, l'inceste de manière générale. L'inceste, je voulais dire aussi qu'il n'y avait pas d'âge pour l'inceste. Voilà. L'inceste peut arriver à n'importe quel âge. C'est pas parce que vous avez 18 ans ou parce que c'est toujours le père en position d'autorité qui est le coupable. Ça peut être le père, le grand-père, le frère, ça peut être tout. Hein. Oui, mais c'est celui qui est en position d'autorité. Et je crois que ça, c'est important de le mentionner parce que je crois qu'il y a beaucoup de gens ignorants sur le sujet. Que le père est en position d'autorité. Donc, à partir du moment où quelqu'un est en position d'autorité, j'espère qu'il ne va pas abuser de vous, déjà. Voilà, donc, chères auditrices, chers auditeurs, malheureusement, on arrive au terme de cette émission. Alors, on vous dit merci d'avoir suivi notre sujet d'aujourd'hui. Alors, on dit merci à Radio Centre-Ville de nous avoir cédé cette fenêtre pour que la parole de l'autre existe. Merci, Marie, de votre courage et tout. Alors, merci, mon ami Ernest. Et on vous donnera rendez-vous la semaine prochaine. Et d'ici là, on vous dit passez une excellente fin de semaine. Au revoir.